Bonjour à tous, bienvenue au cours de la section 6.2, l'estimation de la proportion pi par un intervalle de confiance. Donc, ce qu'on va faire dans ce cours-ci, en fait, on va faire la même chose qu'à la section 6.1, sauf que, au lieu d'aller estimer la moyenne d'une population, on va aller estimer la proportion d'une population. Donc, on va aller voir un échantillon, on va aller vérifier si on peut utiliser le théorème central limite. Puis si oui, on va pouvoir avoir un intervalle de confiance, donc un intervalle dans lequel on a un certain pourcentage de trouver la, la proportion de la population. Ça va être exactement la même chose, ça va être le même type d'intervalle, les mêmes formules qui vont s'appliquer. Fait que je vais juste tout de suite rappeler les idées de base, puis on va tout de suite commencer à faire des exemples parce que c'est les mêmes idées qui vont s'appliquer. Donc, quand on veut faire une estimation par intervalle de confiance, il faut vérifier les conditions d'application. Les conditions d'application du théorème central limite. Dans le cas de la proportion, on avait trois choses à vérifier. Donc, trois choses. Premièrement, il fallait vérifier que n est plus grand ou égal à 30. Il fallait vérifier que dans le théorème central limite, il disait npi est plus grand que 5, mais nous, vu qu'on parle d'un échantillon, au lieu d'utiliser npi, on va utiliser np. Puis il fallait aussi que n fois 1 moins p soit plus grand que 5 pour pouvoir utiliser notre théorème central limite. Et c'est le théorème central limite qui garantit que notre intervalle de confiance fonctionne. Donc, si on a ça, on peut utiliser notre intervalle de confiance, ou juste de dire aussi que la population est normale, ça serait suffisant pour pouvoir utiliser notre théorème central limite. D'habitude, c'est ces trois conditions-là qu'il faut que les trois soient vraies en même temps pour pouvoir utiliser notre intervalle de confiance. Ensuite, vous calculez sigma p. On calculait sigma x bar dans le cas des moyennes. Ici, ça va être sigma p parce qu'on est dans les proportions. Je vous rappelle que sigma p ici, c'est donné par la formule la racine de p1 moins p, j'ai un 1 ici, sur n, comme ça. Je rappelle que quand on a parlé des proportions, on utilisait pi, la proportion de la population. Mais vu qu'on ne connaît pas la proportion de la population, on utilise p, c'est la seule chose qu'on connaît. La marge d'erreur, c'est la même formule, c'est la code Z fois sigma P. Votre code Z, il y avait trois valeurs qu'on utilisait, soit 1.96, soit 1.68 ou 2.58, dépendamment qu'est-ce qu'on avait comme niveau de confiance. Donc ça, c'était pour du 95% de niveau de confiance, ça c'était pour du 99, ça c'était pour du 90. Puis quand on l'a, après, c'est le même intervalle de confiance qu'on avait avant. Nous, avant, on utilisait x bar moins z fois sigma x bar, puis x bar plus z fois sigma x bar pour calculer un intervalle autour de la moyenne. Mais cette fois-ci, vu qu'on est dans le cas des proportions, c'est le même principe, sauf qu'on utilise p puis sigma p au lieu de x bar sigma x bar. Je pourrais refaire tout le blabla que je vous ai fait à l'autre cours pour vous justifier que ça aussi, ça fonctionne, mais encore une fois, c'est un peu compliqué, puis grosso modo, on arrive à la même conclusion que notre formule est du même type. Donc, c'est-à-dire x bar moins une marge d'erreur, puis x bar plus une marge d'erreur, pour arriver à calculer notre intervalle de confiance. Fait que c'est la seule chose qu'on a besoin de dire pour pouvoir faire des exemples. On va tout de suite commencer à aller faire nos exemples. Donc, c'est-à-dire exemple 9. Une firme souhaite réaliser un sondage auprès de 65 étudiants du cégep de Joliette quant à la qualité de leur cours de mathématiques. Voici les résultats obtenus à partir d'un échantillon de 65 étudiants. Donc, j'en avais 55% qui étaient très satisfaits, 34% qui étaient satisfaits, puis 11% qui étaient peu satisfaits. Construire l'intervalle de confiance avec un niveau de 95% pour donner une estimation de la proportion de tous les étudiants suivant un cours de mathématiques au cégep étant très satisfaits. Donc ici, c'est pas des moyennes. Hein. Je n'ai pas parlé d'une moyenne ou d'un écart type. Je vous ai dit un pourcentage d'étudiants qui avaient une caractéristique en particulier. Et dans le fond, on se demande si dans mon échantillon, j'ai 55,2% d'étudiants, à quoi devrait ressembler dans ma population, donc dans tous mes étudiants, la quantité d'étudiants qui sont satisfaits. Fait que pour faire ça, on va suivre les étapes que je vous ai mis. Donc, étape numéro 1. Étape numéro 1, on avait dit qu'il fallait vérifier les conditions d'application. Donc, il fallait que n soit plus grand que 30, mais n, c'est 65. Ça, c'est plus grand que 30. Fait que mon théorème central limite s'applique. La condition numéro 2, il fallait que np soit plus grand que 5. Donc, on a dit ici que n, c'est 65. P, c'est quoi? P, c'est ça, c'est ma proportion qui est ici. Donc, 55,2
Donc, et une proportion, c'est toujours inférieur à 1, donc c'est 55,2 sur 100, ce qui fait que c'est 0,552. Donc, NP, c'est 65 fois 0,552. Est-ce que ça, c'est plus grand que 5? On va utiliser mon ami Excel pour pouvoir aller le calculer. Donc, bougez pas. J'essaie de tasser Excel, mais Excel refuse de m'écouter. Donc, égal 65 multiplié par 0,552. C'est ça qui me donne. On ne voit pas super bien, là. Je peux peut-être essayer de zoomer là, pour vous montrer un peu mieux. Voilà. Donc, 35,88. Ce qui me donne environ 35,88. Et ça, c'est plus grand que 5, fait que tout est beau. Puis il fallait aussi que n, 1 moins p, ça soit plus grand que 5. Donc n, c'est encore 65, puis 1 moins p, 1 moins 0,0, j'ai un 0 de trop, 552. On va aller le calculer, voir qu'est-ce que ça donne. Fait qu'on va aller rechercher mon ami Excel. On commence par égal. 65 multiplié par 1 moins 0,552. Ce qui me donne 29,12. Donc, ce qui me donne ici environ 29,12. Et ça, encore une fois, c'est plus grand que 5. Donc, ça veut dire que toutes mes conditions, ils sont OK. On peut utiliser mon théorème central limite. Si jamais ce n'était pas vérifié, on ne pourrait pas l'utiliser, mais ça serait bizarre que ça ne soit pas vérifié, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait arrêter le problème là. Numéro 2, il faut aller calculer notre écart type, il faut aller calculer sigma p. Donc, sigma p, on avait dit que c'est donné par la formule P1 moins P sur... j'ai mis pi, mais c'est pas pi pantoute, c'est n. Je vais aller ouvrir Excel. On pourrait écrire la formule pour vous dire qu'est-ce que je vais taper. Là. Il faut juste, dans le fond, il faut remplacer mon P par mon 0,552. 1 moins 0,552 comme ça. Puis en dessous, mon N, on avait dit que c'était 65. Et ça va faire office de mon écart type. On va calculer. Égal. C'est la racine de 0,552 multiplié par 1 moins 0,552 divisé par 65. Et on va faire Enter. Et on arrive à 0,0061. Donc, je vais mettre 0,0062. 0,062. Comme ça. Là, je suis plus sûr de mon nombre de zéros. Je vais essayer de le regarder. Ouais, c'est bon, parfait. Donc, ça, c'est mon étape 2. Mon étape 3, c'est d'aller calculer ma marge d'erreur. Donc, ma marge d'erreur, c'est Z fois sigma P. Donc, Z fois sigma P. Puisqu'on est à un niveau de 95%, on sait que mon Z, il est de 1,96. Et mon sigma P, on vient de le calculer, c'est mon 0,062. Dans le but de conserver le plus de décimales possible pour avoir le moins d'erreurs possible, dans Excel, on va aller utiliser la cellule ici, comme avec un adressage. On va aller chercher l'adresse de la cellule, comme ça je traîne toutes mes décimales et j'accumule le moins d'erreurs possible. Donc on arrive ici à 0,12. Environ 0,12. Et l'étape 4, c'est d'aller calculer mon intervalle de confiance. Donc, mon intervalle de confiance, on avait dit que c'était P moins ma marge d'erreur, puis P plus ma marge d'erreur. Ce qui fait que, on avait dit que mon P c'était 0,552, moins ma marge d'erreur de 0,12. On ferme. Puis 0,552 plus 0,12. Ce qui fait que, on arrive ici comme proportion. Ce petit 2-là vient s'annuler, donc il va me rester 0. Mon 2, il n'est pas la bonne décimale, je ne sais pas compter, je n'ai pas utilisé la bonne décimale. Donc ça va me donner, ici je vais arriver à 4, puis ici je vais arriver à 3, 2. Puis si je rajoute mon point 12 à mon point 552, ça va me donner 0,672.
Donc, ça veut dire que j'ai 95% de chance que le taux de satisfaction pour les cours de mathématiques soit très satisfait, soit dans cet intervalle-là, c'est-à-dire qu'il soit entre 43,2% et 67,2% de satisfaction. J'ai 95% de chance de me retrouver là-dedans. Si je vous demande de l'interpréter, vous avez en dessous la petite phrase qu'on va utiliser pour l'interpréter. Donc, encore une fois, on va aller faire du ménage dans la petite phrase pour pouvoir interpréter. Là, ce qu'on va faire, en dessous, là, ce que vous avez, en fait, là, c'est ici, puis là. C'est sur 2 pages, c'est un peu bizarre, posez pas de questions. Vu encore une fois que c'est très long, quand on veut interpréter, on vient barrer ça ici. Puis on vient aussi barrer le... en espérant que l'échantillon se fera partie de 95% de l'échantillon. Donc, on peut y aller avec... nous avons niveau de confiance. Donc ici, ça serait nous avons 95%. Confiance. Nous avons 95% de chance que la proportion de la population, spécifiée selon le contexte, donc si vous parlez de la population, se situe entre la borne inférieure, la borne supérieure de mon intervalle en pourcentage. Donc c'est ça ici l'interprétation que je veux que vous utilisez. Donc la ligne que j'ai écrite en haut avec ce que vous avez mis ici. Et évidemment, vous allez mettre ça en contexte, là, donc niveau de confiance, vous le remplacez par le niveau de confiance. Puis quand je vous parle que la proportion de la population, ici, vous me mettez selon le contexte. Là. Donc j'en ai déjà fait des exemples avec la moyenne. C'est le même principe qui s'applique ici. Vous pourrez aller voir le cours sur la moyenne pour voir comment on peut interpréter convenablement. Donc c'est l'interprétation que je m'attends à voir. Deuxième exemple. Donc en fait, ce que je vais vous proposer ici, c'est allez l'essayer, faites pause à la vidéo, allez essayer cette question-là, puis après, vérifiez la vidéo, voir si vous avez fait correctement. Donc moi, je vais le faire tout de suite. Le 17 juillet 2015, la firme Léger publiait les résultats d'un sondage sur l'intention d'un vote au Canada. Voici les méthodologies utilisées. La présente étude a été réalisée par le biais d'un sondage Internet auprès du grand public dans toutes les régions du Canada. Pour cette étude, 1545 répondants âgés de 18 ans et plus ont été interrogés entre le 13 et le 16 juillet 2015. Donc 2015, ça date un petit peu. Au fin de comparaison, un échantillon probabiliste de 1545 répondants aurait eu une marge d'erreur de plus ou moins 2,5%. Et ce, dans 19 cas sur 20. Donc, voici les résultats obtenus à la question. Selon vous, quel chef des partis fédéraux ferait le meilleur premier ministre du Canada? Estimé par intervalle de confiance, le niveau de 95% de pourcentage de Canadiens en âge d'aller voter qui sont d'avis que Thomas Mulcair fera le meilleur premier ministre du Canada. Donc, grosso modo, il faut aller voir Thomas Mulcair. Ça, c'est un ancien chef du parti néo-démocrate. Fait que si vous ne le connaissez pas, c'est pas bien grave pour la question. Mais ici, grosso modo, je suis en train de vous dire que la proportion qu'on va étudier ici, elle est de 27%, c'est-à-dire elle est de 0,27. Donc, première étape, il faut aller vérifier nos conditions. Donc, est-ce que n est plus grand que 30? Clairement que n est plus grand que 30. 30, plus grand que 30, parce que c'est 1545. Donc ça, c'est plus grand que 30, assurément. Est-ce que NP, c'est plus grand que 5? Oui. Ben, je serais pas à dire que oui, là, parce que 27% de 1545, dans ma tête, ça va être clairement plus grand que 5. On peut aller le calculer pareil, là. Mais dans ma tête, il n'y aura pas grande ambiguïté possible. Si je fais 1545 fois 0.27, on arrive à 417,15. Donc, environ 417,15. On est largement au-dessus du 5, là, on s'entend. Puis l'autre, N1-P, encore une fois, c'est mon 1545. On va aller 1 moins 0,27. Est-ce que ça aussi, on est plus grand que 5? Dans ma tête, assurément. On va quand même aller le calculer juste pour être sûr. C'est-à-dire, Excel égale 1545 multiplié par 1 moins 0,27. Dans les parenthèses, Enter, on arrive à 1127,85. On baisse ça. C'est égal à 1000... je ne me rappelle plus le chiffre. 1127,85.
Et oui, ça, clairement, c'est plus grand que 5, fait que mes conditions sont respectées, mon théorème central limite s'applique, on peut utiliser notre intervalle de confiance. Étape numéro 2, on s'en va calculer notre ami sigma p. Je vous rappelle que sigma p, la formule, c'est P1 moins P sur N. Donc, on arrive avec quoi? On arrive avec lui, c'est 1545 en dessous. Puis, on a 0.27 ici, puis 1 moins 0.27 comme ça. Il faut aller calculer cette chose-là pour avoir mon écart type. Clairement, ça va être environ à cause de la racine. On va aller calculer ça. Donc, voici mon écart type égale la racine. Ouais, c'est bon, merci Excel, je sais faire des parenthèses tout seul. Donc, 0.27 multiplié par 1 moins 0.27, comme ça, et on le divise par 1545. Ça qui me donne 0.0112, on va dire 0.011. Environ 0.01. Maintenant, ma marge d'erreur, en moyenne comme il faut, voilà, ma marge d'erreur, c'est Z multiplié par sigma P. 95%, dans ce cas-là, ça veut dire que mon Z, il est de 1.96 et que mon sigma P qui est calculé en haut, c'est 0.011. On va dans Excel. Encore une fois, utilisez l'adresse de la cellule de l'écart type pour traîner toutes vos décimales, ça fait plus de précision. J'oublie mon égal, hein? Ah, j'oublie mon fois. Fois cette cellule-là. Ce qui me fait 0.02. Donc, environ 0.02. 4, on calcule notre intervalle comme tel. Donc, l'intervalle, c'est toujours P moins ma marge d'erreur, P plus ma marge d'erreur. C'est-à-dire, nous, on avait dit que c'était 0.27 moins 0.2, puis 0.27 plus 0.2. Ce qui fait qu'on arrive ici à 0.25, 0.29. Donc, j'ai 95% de chance que le taux de satisfaction de, selon l'opinion des gens que Thomas Mulcair ferait le meilleur premier ministre du Canada, j'ai 95% de chance qu'il se trouve dans cet intervalle-là. Puis si je vous demande de l'interpréter, ben, je vous rappelle, vous utilisez le petit texte qui est ici en mettant les valeurs pour que ça soit en contexte, et c'est comme ça qu'on l'interprète. Maintenant, ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que quand on regarde ça, on se dit, ah ben, Thomas Mulcair, ici, il y a une meilleure opinion auprès des Canadiens que Stephen Harper. Et la réponse est, pas forcément, parce que regardez bien, si je fais mon intervalle de lui, on pourrait calculer un intervalle autour aussi de Stephen Harper. Qu'est-ce qu'on aurait de Stephen Harper? Probablement que Stephen Harper, là, je fais le calcul, là, je vais y aller de mémoire, là, pas de mémoire, mais à peu près. Là. Stephen Harper, si je faisais le calcul pour 0.25, à mon avis, on devrait obtenir quelque chose qui ressemblerait à ça, 0.23. Puis ici, j'ai 0.27. Comme ça. Fait qu'est-ce qu'on remarque? Les deux, ils ont un petit bout en commun. Donc, si je regarde, là, Harper, lui, il est de, on va aller en rouge pour Harper, là, il est de 0.23 à 0.27, c'est-à-dire ici. Puis Mulcair, on avait obtenu, lui, de 0.25 à 0.29. Ce qui fait qu'on a un petit bout des deux, là, où est-ce que nos intervalles, ils s'entrecroisent. Ce qui fait qu'on ne peut pas garantir que c'est Mulcair le plus populaire auprès de toute la population. Pourquoi? Parce que peut-être que Harper, lui, finalement, est un petit peu plus fort, parce que peut-être que Harper se trouverait dans la zone ici, peut-être que Mulcair, lui, sa moyenne pourrait se trouver là. Fait qu'on peut pas dire assurément que c'est Thomas Mulcair qui est le plus populaire, parce que justement, nos intervalles ici s'entrecroisent. Si jamais l'intervalle, il ne se fait pas entrecroiser, on pourra affirmer statistiquement que Thomas Mulcair serait vraiment le préféré. Mais parce qu'ici, il y a un léger bout où les intervalles se superposent,
on peut pas tout à fait conclure que c'est vraiment Thomas Mulcair le plus populaire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les deux résultats sont proches, avec probablement que lui, c'est le plus populaire, mais on n'est pas certain. Voilà, il reste à faire un petit dernier exemple, en fait, là. Dernier exemple de l'année. C'est une bonne nouvelle. Si vous vous rappelez, dans la section sur la moyenne, on avait calculé la marge d'erreur maximale. Donc, on se demandait, il me faudrait combien de personnes pour aller chercher une marge d'erreur fixée. On va faire exactement la même chose ici avec les proportions, sauf que vous allez voir, les proportions, ça va être meilleur. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas besoin d'écart type. Donc, même principe, ce qu'on se dit, c'est que je voudrais fixer ma marge d'erreur à une valeur précise. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que je veux choisir une marge d'erreur précise et que je voudrais aller chercher la quantité de monde pour aller chercher cette marge d'erreur. Ce que je vais faire, je prends ma marge d'erreur et ma marge d'erreur, au lieu de l'appeler ME, je vais l'appeler MEM. Pourquoi? Marge d'erreur maximale. Donc, ça, c'est une valeur qui est donnée dans un problème. Puis, si vous êtes dans la vraie vie, bien, vous choisissez la marge d'erreur que vous voulez avoir. Ensuite, le Z, on va aller le calculer, on va l'utiliser par rapport à ce que vous voulez comme niveau de confiance. Fait que si vous voulez du 95 ou du 99 ou du 90, vous prenez le Z en conséquence. N, ça, c'est ce qu'on va aller isoler. Et là, on va remplacer notre P, 1 moins P, par 0.5. Pourquoi on le remplace par 0.5? Parce que, en fait, là, si vous vous rappelez de votre secondaire 4, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir la valeur, le P, pour que ça soit le plus gros possible. Pourquoi? En choisissant le plus gros possible, on va s'assurer d'avoir la plus grosse marge d'erreur possible. Et avec cette chose-là, ben, on va être sûr d'avoir le bon nombre de personnes. Fait que comment s'assurer que P fois 1 moins P, c'est le plus gros possible? Mais si je distribue mon P à l'intérieur, puis là, je vous dis que votre secondaire 4 pourrait être utile, ça fait P moins P carré. Puis P moins P carré, on pourrait regarder ça comme X moins X carré. Puis ça, c'est une parabole. Si vous avez étudié ça au secondaire, tant mieux. Sinon c'est pas grave, l'explication, c'est pas dramatique pour pouvoir appliquer le calcul. Sinon, ça va être un peu perdu. Mais c'est une parabole. Et essentiellement, cette parabole-là, on peut la dessiner parce que, clairement, elle doit ressembler à ça. Et je vais aller chercher le sommet de ma parabole. Si vous vous rappelez la formule pour trouver le sommet d'une parabole, ce qu'on appelle le paramètre h au secondaire, c'est moins b sur 2a. Et dans une fonction du second degré, le moins b sur 2, les a et b, là, c'est ax carré plus bx plus c. Fait que c'est le paramètre a puis le paramètre b. Donc dans ce cas-ci, moins b sur 2a, mon b, ça serait 1, parce qu'ici c'est 1. Puis mon a, ça serait moins 1. Donc ça serait moins b. Donc, moins 1 sur 2 fois moins 1. Les moins s'annulent, ça me fait une demi. Fait que ça dit quoi? Ça dit que quand vous prenez la valeur x à une demi, c'est là que vous atteignez votre sommet, la plus grande valeur. Et on s'entend, une demi, c'est 0.5. Fait que quand vous mettez 0.5 là-dedans, c'est là que vous avez la plus grande valeur. Fait que quand vous mettez 0.5 là-dedans, c'est là que vous avez la plus grande valeur. Quand vous mettez 0.5 là-dedans, c'est là que vous avez la plus grande valeur. Si j'ai la plus grande valeur, c'est ça qui va me permettre d'aller être dans le pire des cas et de m'assurer que je vais avoir le bon nombre de personnes. Donc, si vous n'avez pas compris l'explication pourquoi le 0.5, là, c'est juste que quand je mets 0.5, je m'assure que ça, c'est le plus grand possible. Si vous n'avez pas aimé l'explication avec la fonction du second degré parabolique, c'est pas bien grave. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'isoler mon n, c'est-à-dire je vais le mettre au carré de chaque côté, je vais envoyer mon n, blablabla. Et si je l'isole, je passe les détails pour l'isoler, mais si j'isole cette chose-là, je me ramasse avec ça comme formule ici. Donc, n doit être plus grand que z sur 2m au carré. Et c'est ça la formule que moi, je vais utiliser pour calculer ma marge d'erreur maximale. Exemple, vous allez voir, c'est super facile à appliquer. En période électorale, une firme désire effectuer un sondage afin de connaître les intentions de vote des électeurs avec un niveau de confiance de 95%. De plus, la marge d'erreur doit être d'au plus 3,5%. Quelle doit être la taille minimale de l'élection que la firme doit prélever? Donc, clairement, ici, il y a un mauvais choix de mots, là. La taille minimale de l'élection, probablement que l'auteur voulait dire échantillon, hein, parce que l'élection, ça n'a pas rapport dans le contexte. Donc, ce que je vous dis, en fait, là, c'est que moi, là, ils disent, moi, là, je voudrais que ma marge d'erreur, ça soit au maximum 3,5%. Combien de monde j'ai besoin pour ça?
Donc, quand on vous parle de ça, pardon, OK? Mais quand on vous parle qu'on va avoir une marge d'erreur maximale, je suis en train de vous dire, en fait, là, que ça, c'est le MEM. Fait que je veux qu'au maximum, la marge d'erreur, ça soit 3,5. Fait qu'on fait juste tout bonnement utiliser la formule qui est là. Ça dit N doit être plus grand que Z sur 2 MEM carré. Z, on est dans du 95%, fait que mon Z, c'est 1,96. 2, c'est 2. Puis, on dirait que j'ai écrit MEE, là, mais c'est une tentative de MEM. Là. MEM, ils nous disent que c'est 3,5%. N'oubliez pas, si vous écrivez 3,5, c'est mal. Hein? Il faut écrire 3,5%, c'est-à-dire 0,035. Et le tout au carré. Là, calculez ça dans votre tête, si vous êtes capable de faire ça, vous êtes quand même sous la grosse coche. C'est pour ça qu'on va faire nous, on va calculer avec Excel. 1,96 divisé par 2 multiplié par 0,035 et le tout au carré. Donc, comme ça, et ça va me donner 784 personnes. Sérieux, j'arrive pile patate, c'est vraiment en poche. 7,84. 784 personnes. Donc, on arrive à exactement 784 personnes. C'est bon? Donc, ça veut dire que allez voir 784 personnes dans votre échantillon et vous êtes sûr que ça va être au plus 3,5. En réalité, ça va être plus petit que ça. Pourquoi? Parce que dès que vous n'aurez pas le cas 0,5, dès que vous allez avoir une proportion plus petite que 0,5, la marge d'erreur va être plus petite que ça. Mais vous êtes certain qu'avec 7,84 personnes, votre marge d'erreur va être d'au plus 3,5, ce qui va rapetisser votre intervalle de confiance et donc augmenter votre précision. Ce qui est cool de ça en comparaison par rapport à la moyenne, c'est que j'ai pas besoin d'utiliser la proportion. Excusez-moi, j'ai comme accroché sur le mot. Ce que je veux dire, c'est que dans la formule qu'on avait pour la moyenne, ce qu'on avait développé, nous, il fallait utiliser les quarts-types. Là, c'était poche, parce que pour connaître les quarts-types, il faut déjà avoir mené un petit échantillon. Fait que c'était un problème. Mais en comparaison avec les proportions, j'ai pas aucune donnée que je peux pas avoir avant de faire mon test. Fait avant même de commencer mon étude, je peux aller calculer la quantité de monde dont j'ai besoin afin d'avoir une marge d'erreur qui est fixée. Et ici, c'est 784. Précision, là, c'est poche parce que ça arrive juste, là, mais mettons que je serais arrivé à 784,12. Là, évidemment, on ne peut pas aller voir 0,12 personnes parce que c'est juste bizarre. Fait qu'on est obligé d'arrondir. Et je vous rappelle, dans ce cas-là, il faut toujours arrondir vers le haut. Donc, ça serait 785. Donc, si jamais la réponse était, on avait obtenu ça, il faut toujours arrondir vers le haut. Pourquoi? Si vous arrondissez vers le bas, ce qui serait logique ici, là, parce que le 1 ici est plus proche du 4 que du 5, mais 784 personnes, c'est pas assez, parce que vous êtes en dessous. Fait qu'ici, vous êtes obligé de toujours arrondir vers le haut. Alright? Fait que dans le cas des marges d'erreur, que ce soit la proportion ou la moyenne, on est obligé d'arrondir vers le haut, sinon, ben, on n'aura pas assez de personnes si on arrondit vers le bas, puis aller voir 0,12 personnes ou un nombre décimal de personnes, ça fait pas bien de sens. Donc voilà. C'est fini! Donc super! Félicitations à tous d'avoir écouté toutes les vidéos du cours. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que l'examen final s'en vient. Au moment que je tourne la vidéo, je ne connais pas encore la date de l'examen. Je vais vous écrire ou vous faire une vidéo YouTube pour vous parler de la date de l'examen. Peut-être que je l'ai déjà faite, je ne sais pas trop. Là, la vidéo est faite avant ce moment-là. Mais, l'examen vaut pour 40% de l'année. Ça vaut la peine de se forcer d'étudier très fort là-dessus. C'est important de comprendre ce que je vous ai expliqué ici. C'est pas forcément facile ce que j'ai fait dans ce bout-là de l'année. Donc, ça vaut la peine de poser des questions à votre professeur, c'est-à-dire moi. Ça vaut la peine de aller au CAM, poser des questions aux gens du CAM. Les profs qui sont au CAM sont super bons. Allez les voir. Prenez rendez-vous avec moi sur Teams. Je suis là pour vous aider. C'est vraiment la peine de se forcer un examen de 40%. Si ça a mal été toute l'année, un examen de 40%, ça peut vous sauver. Et si ça a bien été toute l'année, ça va mal à l'examen, un examen de 40%, ça peut vous couler. Donc, travaillez fort sur ça. Faites vos exercices. Posez des questions, puis ça va bien aller. Mais c'est important de ne pas lâcher. La session est presque finie. On ne lâche pas à la fin de session.
Parce que sinon, vous venez de perdre toute votre session au complet. Donc, super. Je vous dis bonne étude. On se revoit pour l'examen final. Là, je vous dis pas dans une prochaine vidéo parce que c'est la dernière vidéo. Fait que je vous dis à l'examen final. Bye tout le monde.